Bonjour à toutes et tous. Donc, je vous propose une vidéo sur un sujet qu'on n'a pas du tout encore abordé sur cette chaîne YouTube. D'habitude, on traite plus de sujets sur la spiritualité et ce qu'on appelle avec ma compagne le chemin qui mène du couple souffrant vers le couple conscient. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre et matérialiste parce que j'aimerais vous parler de politique. C'est quelque chose que je fais de moins en moins. D'ailleurs, le texte que je vais vous proposer aujourd'hui date du lundi 12 septembre 2011, donc il a déjà 9 années. Il me paraît être pourtant très encore d'actualité et donc proposer quelque chose qui nous concerne directement au jour d'aujourd'hui. Alors je commence, le sujet étant une interrogation sur le socialisme. Le texte s'appelait donc « Encore des socialistes ». Force est de constater que nous sommes obligés de mettre un point d'interrogation après socialiste, tellement on se pose la question de savoir ce qu'il en reste. Comme la quasi-totalité de la classe politique, ce parti a cédé au dogme capitaliste. Plus personne ne semble pouvoir ni vouloir penser qu'il y a autre chose que ce postulat de base pour tout modèle de société. Après l'effondrement du communisme, je le mets entre guillemets car le communisme de fait n'a jamais été pratiqué sous nos latitudes et ce depuis des siècles et des siècles, il était bien normal que ceux qui l'avaient défendu tel que pratiqué ne viennent à disparaître et à perdre toute crédibilité. Avec plusieurs millions de morts et de déportés, de privations de liberté publique autant que personnelle, de misères matérielles et spirituelles, il était bien normal que cette idéologie disparaisse et se meure. Guerre froide terminée, faillite de l'URSS assurée, chute du mur de Berlin achevée, et voilà que tous les néolibérales et les capitalistes se voyaient triomphants et comme seul et unique modèle durablement possible. Ils avaient ainsi balayé tous leurs détracteurs en une seule fois. Quelques théoriciens du néolibéralisme et du capitalisme parlaient même de la fin de l'histoire, comme si tout était déjà fini et joué pour le bonheur et la liberté de tous lors de la chute du mur de Berlin, dont je me rappelle très bien. J'étais assez jeune, mais je m'en souviens assez bien. Bon, bah alors donc, faisons comme ça, le communisme est mort et n'en parlons plus. Et puis de toute façon, il faut bien se rendre compte, les faits le disaient à ce moment-là, être capitaliste, c'était vouloir le bien de tous, la prospérité de tout un chacun avec une maison, une bagnole, une télé, de l'électroménager complet, assuré pour tout le monde. Un petit bout de paradis, quoi, c'était ça qui nous était promis, et à ce moment-là, même un petit peu avant, il y avait eu la période qu'on a nommée les 30 glorieuses, qui semblait d'ailleurs assez bien nommée. Et c'était lors de ce boom sans précédent dans l'histoire que l'humanité avait fait un très grand pas vers le confort pour l'être humain, enfin, surtout dans les pays occidentaux, précisons-le. En plus, les démocraties avaient déjà vaincu au passage le fascisme et le nazisme, donc ils étaient triomphants et vous le disiez, le capitalisme, le néolibéralisme, il n'y a pas mieux, c'est le seul système qui peut fonctionner. Sauf que, bah oui, il fallait bien qu'il y ait un sauf que, hein, autrement c'était trop facile. Et donc, sauf que, il y a eu un premier choc pétrolier. Bon, c'était une toute petite blague par rapport à celui qui nous attend dans les années à venir, hein. Et donc ce premier choc pétrolier, il tire une première fois la sonnette d'alarme, mais rien de bien grave, et on commence à se lancer alors dans la course à l'endettement. En 1978, la dette de la France est de 73 milliards d'euros, enfin, en comparaison, et ce n'est rien qu'un petit écart provisoire pour absorber le contre-coup du choc pétrolier de 1974. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit à ce moment-là. Sauf que quand on regarde la courbe fournie par l'INSEE, que je vous mets donc là en représentation, on se rend immédiatement compte que l'exception est aussitôt devenue la seule et unique règle. À compter de cette date, non seulement aucun gouvernement ne l'a fait baisser, mais l'a, au contraire, fait augmenter sans cesse et de façon même exponentielle. Je ne reviens pas sur ce qui se passe aujourd'hui. Bon là, c'était écrit en 2011, donc je ne pouvais pas en parler, mais ce qui se passe aujourd'hui avec ce que j'appelle le chéquier magique de Monsieur Le Maire, hein, qui propose des milliards à des milliards et des milliards, des centaines de milliards d'euros à injecter dans l'économie française chaque mois. Bon, et alors que depuis le traité de Maastricht, on nous a quand même expliqué qu'il fallait respecter 3% du PIB de dette, il fallait pas dépasser les 100%. Enfin bon, voilà, donc on nous a dit de nous serrer la ceinture pendant 15 ou 20 ans parce qu'il y avait des dettes à rembourser et que le surendettement, c'était la fin du système si on continuait comme ça.
Et puis là, eh ben, écoutez, depuis le début de cette année 2020, jusqu'à cette fin d'année 2020, et je ne doute pas que 2021 sera encore bien plus grandiloquente, eh bien voilà que Monsieur le maire, avec son chéquier magique, nous remplit des grands chèques en blanc avec des zéros et des zéros et des zéros de partout. Et ça pose de problème à personne, on ne sait pas d'où vient cet argent, on ne sait pas comment il est fabriqué, enfin si, il est fabriqué virtuellement, puisque on pourra en parler peut-être dans une autre vidéo, mais bon, on passe de l'argent réel à l'argent virtuel, c'est vraiment ça qui est en train de se passer, d'où aussi ce chemin qui est emprunté depuis 1 ou 2 ans à vouloir absolument réduire l'argent liquide au profit du seul argent virtuel qui passe que par des cartes bleues et des virements bancaires avec des zéros. Voilà. Bon, je reviens donc au texte de 2011. Pour dire qu'on a donc vécu à crédit depuis 1975 et sans qu'aucun de nos hommes politiques ne se pose la question de la pérennité d'un système fonctionnant ainsi. Ce mode de fonctionnement est le même dans l'ensemble de tous les pays occidentaux, et on peut dire que la voie de l'endettement est la marque de fabrique du capitalisme puis du néolibéralisme que nous avons vécu ces dernières années. Pourtant, au fil des années, aucun chef d'État de l'OCDE ne remettra en cause la façon de faire qui semble banale et normale. Le Parti socialiste, lorsqu'il était au pouvoir, n'a fait ni mieux ni moins bien que les autres. À son crédit tout de même, avec l'arrivée de François Mitterrand, il y avait une décision capitale, celle de supprimer justement la peine dite capitale. Et je tiens donc à remercier à ce moment-là Monsieur Badinter pour avoir réussi la prouesse de faire arrêter la peine de mort en France. C'est encore un autre débat. En fait, cette arrivée de Monsieur Mitterrand donc en 81 à la tête de l'État, c'était aussi l'avènement de ce qu'on a appelé les années fric, et d'une accélération du fossé creusé entre dirigeants et citoyens. C'est là que ça commence le plus, avec évidemment le septennat précédent de M. Valéry Giscard d'Estaing, qui fut donc le point de départ avec 1974 et cette fameuse crise pétrolière. Voilà, donc à partir de cette fameuse période des années 80, encore plus qu'avant, ce sont tous les diplômés de l'ENA qui ont pris le pouvoir et qui ne le lâcheront plus. Enfin, en coulisses, il faut quand même savoir que c'est pas vraiment eux qui tiennent les rênes, mais bien évidemment les seuls financiers et actionnaires, les fameux financiers et actionnaires. Bon, c'est vrai que c'était pas aussi flagrant à l'époque, alors que maintenant ils se cachent plus, tout le monde le sait, quoi. Voilà. Ceux-là, justement, ces grands financiers et ces grands actionnaires, ils se frottent les mains, car nos dirigeants sont toujours plus dépendants des créances qu'ils créent et multiplient. Et s'ils veulent garder le pouvoir et prolonger leur mandat, alors il faut leur foutre la paix à tous ces banquiers et ces actionnaires. Je veux dire que s'il y a un homme politique qui ose broncher contre ces capitalistes, ces néolibéraux et ces multimilliardaires, il dégage. Voilà. Et c'est ainsi que les socialistes, ils ont rejoint et épousé, l'air de rien et en catimini, les belles théories du capitalisme. Ils ont ainsi jeté, comme ça, d'un seul coup aux orties, les combats des Blum et des Jaurès pour partager les trônes capitonnés des grands banquiers. Voilà, et quand je dis ça, je doute pas une seconde qu'il y a plein de gens qui se disent « Waouh, ce type est d'extrême gauche, ça y est, c'est le bolchevique de base, quoi. » Et voilà, ce qui est vachement intéressant, c'est que, vous voyez, le tour de force est absolument magistral de ces néolibéraux et de ces capitalistes, c'est que sitôt qu'une personne ose se dresser contre leur système néolibéral, en gros, il devient un gros méchant rouge, style gros bolchevique avec le couteau entre les dents et les yeux injectés de sang. Rouge, évidemment, ça va de soi. Ces gens, ils ont donc réussi au cours des années à réduire toute velléité de critique ou de remise en question en une folie dangereuse pour la démocratie elle-même. Si vous osez mettre en doute que ce système est le seul qui peut fonctionner, alors vous êtes au choix soit un fou, soit un démagogue patenté, quoi. Alors du coup, les socialistes, à ce moment-là, en 2011, qui avaient encore du poids, pas celui qu'ils ont aujourd'hui, puisqu'ils ont quasiment disparu, ils ont quasiment rayé de la carte comme les communistes, à ce moment-là, les socialistes, eux, ils trouvaient rien de mieux que de continuer à jurer aussi par tous ces grands mots de croissance, pouvoir d'achat, relance de la consommation, mondialisation et tout ce grand gourbi, cette espèce de fatras qui va avec, quoi. Et le summum de l'incompréhension, à ce moment-là, en 2011-2012, lorsque j'écrivais cet article, c'était que c'était un gouvernement socialiste qui avait voté la rigueur, enfin pour pas dire la saignée à blanc du peuple grec, et qui n'était ni condamné ni relié par
renié par aucun des partis socialistes européens. C'est-à-dire que tous les socialistes européens, tous les partis socialistes européens trouvaient ça logique, cette espèce de saignée du peuple grec qui s'est faite en 2012 avec la fameuse Troïka qui venait vérifier qu'on supprimait bien le maximum de choses aux gens pour rembourser une dette irremboursable et qu'on conditionnait des prêts futurs seulement à condition que cette espèce de doxa néolibérale soit respectée à la lettre, sans se soucier de savoir ce que ça provoquait sur les gens dans leur quotidien et la misère dans laquelle ça pouvait les plonger. Et ça, c'était un gouvernement socialiste qui appliquait ça en Grèce, et aucun autre socialiste des autres pays autour de la CEE n'avait l'air d'être choqué par ça, quoi. C'est quand même assez incroyable. Non, en fait, ces socialistes, ces autres gouvernements socialistes ou ces autres partis socialistes du reste de l'Europe, ils faisaient même que saluer le courage de ce gouvernement grec qui avait su prendre des décisions braves et difficiles. Ouais, là, vraiment, on croyait rêver, quoi. C'était complètement fou, c'était vraiment le monde à l'envers. Au lieu de ça, ce fameux gouvernement socialiste dirigé par la Troïka de Maastricht et de Bruxelles était en train de brader les services publics de ce pays, de solder leurs acquis à tous les grands prédateurs de la finance internationale. Et puis, pendant ce temps-là, ils avaient alors fait confortablement installés dans leur fauteuil de ministre et se disaient encore socialistes, quoi. Voilà, et à l'époque, rappelez-vous qui était en France notre symbole du grand socialisme triomphant. C'était un socialiste milliardaire qui était à l'époque à la tête du FMI et qui avait donc lui-même fait voter ces mesures de dingue aux Grecs, quoi. Et il n'y avait pas une seule tête d'affiche socialo pour crier au scandale. Non, il n'y avait pas d'autre alternative que celle-là. Et puis se jouait là, à cette époque-là, le parfait scénario d'un DSK, donc Dominique Strauss-Kahn, en sauveur du système. C'était vraiment trop beau pour nos amis socialistes français qui avaient donc à la tête du FMI le fameux DSK, quoi. La quasi-totalité du parti était subjuguée par le charisme presque mystique de ce socialiste de la place des Vosges, ou du palais de Marrakech, ou du loft de New York, de tout ce que vous voulez, et qui pétait tranquillement dans la soie, passez-moi l'expression, quoi. À leurs yeux, il demeurait l'étalon pur sang de la gauche française, jusqu'à cette fameuse et terrible nuit du Sofitel, évidemment. Mais pour notre part, petit peuple français habitant plus souvent en Sarcelles que la place des Vosges, il allait falloir y passer aussi à la saignée, c'était ce qui se préparait, quoi. Sauf que il était pas trop bon de le dire, et surtout en campagne préélectorale à ce moment-là, quoi. Ils auraient pu s'attirer la foudre, évidemment, de tout le reste de la classe politique, et surtout celle de la finance. Alors oui, voilà, qu'est-ce qu'était le programme socialiste à ce moment-là? C'était d'être accepté et estampillé compatible avec la fameuse note triple A des agences de notation. Voilà, c'était ça qui était le plus important, c'était d'avoir la triple note AAA. On en rigole, oui, c'est ça. C'était ça le plus important pour les Hollande, les Aubry et consorts, garder notre superbe note financière. Et cela bien plus que de savoir ce que pense et vit vraiment le petit peuple qu'ils disent pourtant vouloir chérir généralement quand ils sont socialistes. Alors je l'avais déjà dit dans des articles précédents à cette époque, et je le pense toujours au jour d'aujourd'hui, plus vite on oubliera la sacro-sainte croissance et mieux on se portera. Parce que la croissance, c'est la marque de fabrique et le symbole du capitalisme libéral qui nous a menés vers là où nous sommes et nous nous dirigeons de plus en plus vite, c'est-à-dire un chaos total. Voilà. Au nom de la croissance, nous avons tout sacrifié et surtout l'humain. Voilà. Le maintien des beaux taux de croissance est bien plus important que ceux mêmes qui les réalisent. Faut-il se résoudre à laisser cette folle recherche de la sainte croissance nous violer encore durablement, alors que ceux qui la prônent sont prêts à nous faire mourir au travail? Je vous pose la question. Voilà. Alors on se demandait à cette époque-là pourquoi les socialistes ne nous proposaient-ils pas un véritable et nouveau projet de société? Voilà. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est en train de s'éteindre, et au moment même où le socialisme véritable pourrait revivre, eux ils se contentent d'agoniser, c'est-à-dire d'être 3 fois rien, ce qu'ils sont aujourd'hui, et encore avec des batailles d'ego pour savoir qui va se présenter et qui est le meilleur d'entre eux, quoi. Voilà, et qu'est-ce qu'ils nous proposent? De poser des nouvelles rustines sur la coque de ce vieux rafio pourri appelé capitalisme, quoi.
Du coup, nos amis socialistes, ils dorment en première classe, tout comme leurs camarades les républicains, qui eux aussi sont tombés au fond du trou. Et ils se rendent même pas compte que quand le bateau va couler, ils seront eux aussi dedans et il faudra couler avec, quoi. Et donc du coup, leurs belles idées, elles ont rien de novatrice, rien de révolutionnaire ou d'intelligemment éclairé, mais c'est que du réchauffé. C'est toujours les mêmes histoires. Taxer un peu plus le capital, la finance et les ultra-riches afin de retrouver je vous le dis en mille, de la croissance, évidemment. Voilà donc leurs audacieux programmes, mais pas trop quand même audacieux car, on le redit, faut garder la note triple A. Hein. Voilà. Bon, on se demande encore combien de temps tout ça peut durer et comment on fait pour ne pas voir que tout ça est un immense bordel et que ça vaut pas un clou, quoi. Voilà, on n'arrive toujours pas apparemment à voir que on est à l'aube de problèmes des millions de fois plus difficiles à surmonter que cela, quoi. Ça semble encore invisible à la plupart des gens, c'est quand même fou. Pourtant, tous les prémices de ce qui va nous arriver sont déjà étalés sous nos yeux, et ça je l'écrivais donc en 2011, c'était évident que tous les prémices de ce qui allait nous arriver étaient déjà étalés sous nos yeux. Ouais. Il y avait le fameux dit changement climatique, alors on fera aussi une vidéo sur ce sujet du changement climatique. Alors si c'est une réalité, ce qu'il l'est, hein, on n'en doute pas, mais encore faut-il mettre une explication sur ce qu'est le changement climatique, ce qui sera donc le sujet d'une autre vidéo. Et bien ce changement, il provoque des problèmes qui feront que très prochainement, les États ne seront plus du tout en mesure de rembourser les foyers qui seront victimes de catastrophes naturelles. Ces catastrophes naturelles, elles seront devenues tellement fréquentes et tellement importantes et trop puissantes que toutes les compagnies d'assurance ne seront plus du tout en mesure de vous rembourser quoi que ce soit, quoi. Alors, selon mon avis, elles fonceront vers la quasi-faillite et elles entraîneront tout ce système financier avec elles. Voilà. Je sais pas, on peut prendre des exemples qui sont un petit peu vieux, mais pas tant que ça, comme le fameux tsunami japonais qui avait provoqué évidemment la catastrophe de Fukushima. On peut aussi se rappeler l'ouragan Irena aux États-Unis qui avait coûté 7 milliards de dollars. Et voilà, et au jour d'aujourd'hui, les assurances, ça reste obligatoire et on se demande bien qui pourra payer sans difficulté les primes de ces assurances si elles venaient à exploser. Voilà. Et tout ça, on additionne tout ça, et pendant ce temps-là, nos amis les socialistes, aussi bien que les républicains, aussi bien que la République en marche, enfin la classe politique dans son ensemble, si on veut en fait, continue de se soucier à savoir comment ils vont conserver les bonnes grâces des banquiers et de la finance, quoi. C'est une pure et simple folie. Voilà. En fait, je comprends bien que chacun d'entre nous ne souhaite pas perdre ce qu'il a acquis en termes de confort de vie et de progrès. Mais est-ce qu'on va encore pouvoir continuer longtemps à se voiler la face sur l'inéluctabilité de ces faits, de tout ce qui est en train d'arriver, et qui ne feront que rendre les choses tellement plus difficiles et encore plus âpres à digérer lorsqu'elles vont nous tomber dessus. Voilà. Et tout ça, ça me fait penser à une phrase de Émile de Girardin qui disait gouverner, c'est prévoir. Alors voilà, je serais tenté de dire à tous les politiques de tous les bords de sortir leurs jumelles assez rapidement pour voir ce qui se passe et d'essayer de prévoir un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'était écrit le 12 septembre 2011. Il y a donc un petit paquet d'années. Hein. Et je tiendrais juste à rappeler encore une fois que depuis cet article écrit en 2011, le Parti Socialiste a fait naufrage. Dans sa foulée, les Républicains ont aussi fait naufrage au profit d'un parti qui est sorti de nulle part, avec un homme providentiel sorti de nulle part, dont j'ai pas besoin de vous nommer le nom puisque c'est notre président actuel, quoi. Voilà, à ce moment-là, pour moi, le premier domino d'un jeu qui va s'effondrer était engagé. C'était vraiment pour moi cette fin d'année 2011 et début 2012 le symbole de ce jeu de domino. Avec, vous savez, on a déjà vu plein de vidéos comme ça là, où on pousse le premier domino et puis après on voit toute la chaîne des dominos qui s'effondre. J'y voyais vraiment ça en 2011. Et encore une fois, comme je le dis dans beaucoup d'autres articles, et donc dans les vidéos aussi, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus spirituel, parce que finalement c'est quand même ça vraiment le plus important, à titre personnel, je n'ai qu'un seul et unique credo, c'est l'introspection. Voilà, c'est ça que je vous conseille le plus, c'est l'introspection. Et plus le temps avance, plus je me rends compte que c'est ça qui est le plus important, c'est l'introspection, c'est le travail que nous avons à faire individuellement sur nous-mêmes.
Et ce travail, il a toujours été indispensable, mais maintenant il est plus qu'indispensable, il est obligatoire. J'y ai vu aussi comme un clin d'œil dans le premier confinement et ce second confinement du mois de novembre, cette obligation à apprendre à regarder à l'intérieur de nous, à faire le bilan de ce que nous sommes devenus, et d'espérer être autre chose que de simples pousse-caddies et de payeurs de factures, parce que c'est un petit peu ça qu'on est devenu aujourd'hui, hein, des pousse-caddies et des payeurs de factures, quoi. Et je pense qu'en tant qu'être lumineux et spirituel, on a quand même 1000 fois mieux à faire que cela, et on mérite surtout, en tant qu'être de lumière, 1000 fois mieux que ça. Voilà. Donc je conclurai là-dessus en vous disant, mon credo, c'est ça, c'est l'introspection. Ça n'engage que moi, mais c'est ce en quoi je crois. Et je crois que ce que nous vivons à l'extérieur n'est que la somme de nos croyances individuelles qui sont si souvent erronées et déviantes. Alors, comme le disait le grand Socrate, eh bien, le plus important, c'est peut-être de dire connais-toi toi-même. Voilà. Je vous laisse donc sur cette phrase de Socrate, connais-toi toi-même, qui me paraît absolument essentielle. Et je vous dis à bientôt, où on reviendra peut-être plus sur les sujets qui sont les plus chers et les plus importants, à savoir la spiritualité, le couple, l'amour, le partage, la compassion, la bienveillance. Toutes ces choses qu'il va falloir qu'il va falloir réapprendre en chacun de nous à faire mûrir et germer, parce que c'est notre salut, c'est par là que ça passe. Ce monde néolibéral touche à sa fin, c'est la fin d'un cycle, il va s'effondrer, c'est une quasi-certitude. 2021 sera là pour nous le montrer encore bien plus puissamment que 2020. C'est vraiment la fin de ce système, et comme je le disais précédemment, eh bien, on n'avait pas le droit de remettre en question la théorie du néolibéralisme sous faute d'être un fou ou un démagogue ou un utopiste. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est pareil pour un certain nombre de choses. On n'a pas le droit de remettre en cause le réchauffement climatique tel qu'il est défini uniquement par le GIEC et seulement par les scientifiques du GIEC. On n'a pas le droit de sortir de cette doxa de réchauffement climatique à la GIEC. Tout comme au jour d'aujourd'hui, eh bien, on n'a pas le droit non plus de sortir de la théorie imposée sur le coronavirus et sur la pandémie, entre guillemets, hein, sur la pandémie mondiale qui nous touche aujourd'hui. Je pense que le reportage Hold Up nous a montré à quel point il est interdit de sortir des clous de la bien-pensance unique relayée par les médias internationaux. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit dans ce reportage de Hold Up, mais par contre, ce qui me semble absolument obligatoire, c'est qu'on ait le droit d'exprimer son avis, on ait le droit de conserver la liberté de penser et de dire les choses, et aussi d'engager des débats sur des sujets, parce que là, ce qui nous a été montré avec Hold Up, qui est traité donc par tous les médias quasiment mainstream de complotistes, eh bien, complotiste de quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut laisser au moins à ces gens qui témoignent dans ce reportage et ceux qui l'ont réalisé la chance d'expliquer leur point de vue, de dire ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent, sans qu'on les juge tout simplement de complotistes, sans leur laisser l'occasion de se défendre sur des plateaux de télévision ou dans des grands journaux, dans des grands quotidiens. J'ai vu d'ailleurs qu'un des intervenants de ce reportage avait même été interné et mis à l'isolement pendant 15 jours. Donc il y a quand même une espèce de folie environnante, là, d'accélération de cette folie de la pensée unique qui interdit toute liberté de pensée et toute liberté d'expression. Ou alors, on vous dit, vous avez le droit de penser ce que vous voulez et de vous exprimer librement, mais vous êtes traité de fou ou de complotiste. Il va falloir vraiment que tout ça s'arrête et qu'on passe à autre chose. Donc cette fin de cycle, elle est là pour ça. C'est ça qui est en train de se concrétiser dans notre quotidien de tous les jours. Et ceux qui détiennent le pouvoir au jour d'aujourd'hui ne savent plus comment faire pour continuer à le détenir et continuer à prolonger leur système qui était déjà mort en 2011 lorsque j'écrivais cet article et qui maintenant est vraiment à bout de souffle, qui vit sous assistance respiratoire. Encore une drôle d'allégorie avec ce fameux coronavirus. C'est pas tant nous qui sommes sous assistance respiratoire, mais ce système néolibéral qui est sous assistance respiratoire, c'est ce système libéral qui est lui-même le virus et qui est en train de mourir.
Et donc il se débat autant qu'il peut et il joue ses dernières cartes, ses jokers, pour essayer de continuer à vivre, à survivre. Et il ne tiendra qu'à nous donc individuellement puis collectivement de le laisser mourir, de tourner cette page et de vivre autre chose, de se diriger vers quelque chose de plus, une fois encore spirituel, de plus proche de notre véritable nature qui est celle de la bonté et de l'amour et de la compassion. Et évidemment, ce sont des voies très difficiles qui demandent beaucoup de déconstruction de tous nos schémas mentaux et de cœur, mais il faut qu'on y travaille. En tout cas, moi, j'essaie d'y travailler de mon côté et je vous avoue que c'est pas facile, mais c'est vraiment ça qui est en jeu au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Merci encore et au revoir.